plongez dans l'univers de la recherche appliquée avec la thèse CIFRE. Découvrez comment ce dispositif unique permet aux doctorants de conjuguer expertise académique et immersion en situation professionnelle. Dans la collection Ma thèse en milieu professionnel, nous donnons la parole aux chercheurs. Et je rencontre aujourd'hui Marielle André, chercheure au laboratoire LP3C de psychologie cognitive, du comportement et de la communication. Marielle, je vais te laisser te présenter et expliquer comment tu as eu l'idée de faire une thèse en CIFRE. Bonjour. Donc moi, je suis initialement ergothérapeute. J'ai fait mes études d'ergothérapie à Paris. L'ergothérapie, du coup, c'est un métier qui s'intéresse aux activités de vie quotidienne des gens et qui leur permet de faire ce qu'ils n'arrivent pas ou plus à faire. Et donc ensuite, je me suis spécialisée en faisant un master en sciences de l'occupation. Donc les occupations, ce sont ces fameuses activités de vie quotidienne qu'on fait. Et donc à la suite du master, j'ai souhaité faire une thèse, ce qui a mis quelques années parce que j'avais en tête de faire une thèse financée, c'est-à-dire d'être payée pour faire ma thèse. Et donc, j'ai monté plusieurs projets qui n'ont pas marché. Et puis, un jour, je suis tombée sur une offre sur le site de la NRT qui expliquait qu'ils cherchaient un doctorant sur la thématique des technologies en lien avec les activités de vie quotidienne des habitants d'EHPAD. Et donc, j'ai postulé et puis j'ai passé les entretiens. Et puis, voilà, j'ai été sélectionnée pour commencer cette thèse en novembre 2022. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, le montage de ta thèse? Alors, le montage, il s'est fait en amont de mon arrivée. C'est parti du besoin d'une entreprise qui a ensuite contacté un Living Lab du CHU de Rennes, donc le LL2V, qui est en lien avec du coup le LP3C de l'université. Donc, Et c'est le Living Lab qui travaille sur les questions de vieillissement, c'est ça? sa vieillissement et vulnérabilité. Et donc ensemble, ils ont regardé quels étaient les besoins de l'entreprise et comment, d'un point de vue scientifique et universitaire, il pouvait y avoir une collaboration pour répondre à ce besoin. Et ce besoin, c'était que l'entreprise avait envie de développer ces technologies pour le marché du bien vieillir, comme eux ils disent, mais en fait, ils ne savaient pas évaluer ce besoin-là. Et donc, il y avait un besoin d'expertise sur cette évaluation du besoin que savent faire les universitaires, et puis surtout de suivi d'évaluation des technologies derrière, pareil, qui seront proposées au LP3C, qui est un laboratoire de psycho, du coup, et qui a une expertise sur l'évaluation de n'importe quelle technologie, pas seulement pour les EHPAD, sur tout un versant acceptabilité, acceptation, sur lequel, du coup, je travaille aujourd'hui. Et toi, tu as fait en sorte d'être rémunéré, c'est ça, sur ta partie montage de projet? Alors, pas sur la partie montage, mais en tout cas, moi, j'ai négocié pour que, au moment où je commence à vraiment travailler sur le sujet, je sois embauchée. Donc, pour le montage de cette thèse, il y a un travail à faire en amont qui est de rédiger un dossier à déposer à la NRT. Et ça s'est fait du coup avant novembre 2022. Donc, ça, c'était plutôt un peu du temps, du bénévolat, quoi, mais qui est nécessaire pour ensuite avoir les fonds. Et par contre, j'ai négocié que je ne commencerai la thèse que le jour où on aurait vraiment le go de la NRT ou à minima que je sois embauchée pour travailler dessus. Et c'est ce qui s'est passé. Donc en fait, j'ai commencé à travailler sur la thèse en novembre 2022 et on a eu les sous de la NRT en février 2023. Donc en attendant, c'est l'entreprise qui a financé mon salaire pendant les 5 mois de Delta, quoi. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous présenter ton sujet de recherche? Alors, le sujet, c'est du coup l'évaluation des besoins en EHPAD, qui prend en compte le triptyque habitants, professionnels et proches, et du coup le développement de technologies qui sont en adéquation avec ces besoins et leur évaluation du coup. Est-ce que tu peux nous raconter, voilà, comment finalement les besoins de l'entreprise ont eu des incidences sur le déroulement de ta thèse? Je pense que ça, c'est un vrai challenge pour les thèses TIFR. Il y a à la fois le besoin de l'entreprise qui est très concret avec des enjeux d'entreprise privée, donc de l'ordre du marché, du marketing, et puis les besoins et puis la temporalité des académiques et de l'université qui, initialement, donc il y avait un plan A qui ont été mis ensemble en se disant, bah voilà, on va faire ça, on va aller dans ce sens-là. Sauf que les besoins de l'entreprise ont changé. Initialement, donc, il y avait une ambition de développer rapidement une nouvelle technologie. Et en fait, au bout d'un an, bah, il n'a plus été question de développer une nouvelle technologie parce que le marché avait changé, les besoins de l'entreprise avaient changé.
Et donc, il a plus été possible de développer cette technologie puisqu'il n'y avait plus les moyens de le faire. Et donc, il a fallu réorganiser en se disant, bon, bah, si on développe plus quelque chose de nouveau, euh, qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit à la fois toujours en adéquation dans le champ scientifique et puis à la fois en adéquation avec du coup les besoins de l'entreprise. Il y a eu plusieurs allers-retours entre l'entreprise, l'université, le Living Lab et moi. Donc du coup, on est vraiment une équipe et on a réfléchi ensemble à comment adapter en fonction des besoins des uns et des autres pour pouvoir garder une cohérence dans le projet tout en répondant aux enjeux des différents partenaires, quoi. Et tu disais finalement que il est hyper important qu'il y ait un comité de pilotage avec tous les représentants. Toi, tu en as quatre de mémoire, tu en as Ouais, deux dans ton labo, le Living Lab et Open l'entreprise, puisqu'on ne l'a pas cité jusqu'à présent. exactement. Euh, et est-ce que tu peux nous dire voilà, à quoi ça sert de se voir régulièrement euh, et surtout quand les objectifs changent, comme ça a été le cas dans ta thèse? Et oui, du coup, dès le début de la thèse, on s'est mis d'accord avec donc mes quatre directeurs et moi qu'on se voyait tous les 3 mois, en présentiel ou en vidéo, en fonction des possibilités des uns et des autres. Mais tous les 3 mois, on fait le point sur ce qui a été fait les derniers 3 mois, où est-ce qu'on en est des objectifs qui avaient été fixés, et puis du coup, comment on réajuste ou on réaxe par rapport au changement des uns et des autres. Et du coup, on se fixe des nouveaux objectifs pour les 3 mois ou pour le projet à plus long terme sur la suite. Ça permet un temps où tout le monde est là, tout le monde entend la même chose, tout le monde peut aussi communiquer sur s'il y a des choses à changer, et ça permet aussi que moi, je sois pas le pont de communication avec tout le monde et que ça puisse créer des quiproquos, des choses où moi, je comprends quelque chose et puis je le répète d'une autre façon. Enfin, ça permet d'éviter les téléphones arabes. Et moi, je trouve que c'est un outil absolument indispensable dans le cadre de ces thèses où en fait, on a des gens de différentes cultures de travail, qui ont différentes façons de travailler et donc qui ont besoin de se parler quoi, pour être sûr qu'on va tous dans le même sens. Donc le copil tous les 3 mois, moi, ça me paraît indispensable. Tu as écrit un article sur tes difficultés. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Oui, tout à fait. Donc l'étape 1 de la thèse, c'était d'évaluer les besoins pour ensuite créer un projet de recherche-action participative. Et donc on avait un premier partenaire qui a été avec nous et puis qui en fait, au fur et à mesure du début de cette recherche participative, s'est dit non, mais en fait c'est un peu trop pour moi, donc du coup il faut que j'arrête. Et donc ça a été un vrai moment de tension et puis de questionnement sur bon, bah, comment on fait la suite du projet. Et donc, au lieu de laisser ça filer en me disant, bon, bah, de toute façon, ça va pas marcher, on a réfléchi à se dire bah, comment on capitalise aussi sur cette expérience qui n'a pas fonctionné et comment on peut la partager pour que d'autres puissent comprendre, nous, nos erreurs, ce qui n'a pas marché et ne pas les reproduire. Donc, du coup, on a écrit un article qui est publié dans les annales du Congrès national d'ergothérapie qui a eu lieu en septembre l'année dernière et qui a fait l'objet aussi d'une présentation, où on a analysé les enjeux à la fois épistémiques, épistémologiques, éthiques et méthodologiques des recherches participatives, et particulièrement de cette recherche qui n'a pas abouti, où on a fait une analyse du coup, d'après nous, pourquoi ça n'a pas fonctionné, et comment on pourrait capitaliser sur cette expérience qui n'a pas fonctionné pour permettre aux autres de ne pas reproduire cette expérience. C'est intéressant. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler du type de thèse que tu as choisi, qui est bien Oui. spécifique? Je trouve que c'est hyper intéressant à communiquer auprès des autres étudiantes et doctorants en tous les cas, et aussi comment tu visualises la fin de ta thèse, du coup. Ouais. Moi, j'ai été biberonnée du coup pendant mon master à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire que en fait, tous les rendus qu'on devait faire, c'était sous forme d'articles scientifiques publiables. Alors, qui n'ont pas forcément tous été publiés, mais en tout cas, on nous a appris à mettre en forme tout ce qu'on rendait sous forme d'articles scientifiques. Et les thèses dans le monde anglo-saxon sont souvent proposées sous forme d'articles. Donc, en fait, pendant toute la durée de la thèse, on rédige plusieurs articles, on se met d'accord sur un nombre au début. Et à la fin, la thèse qu'on rend, c'est tous ces articles les uns à la suite des autres, avec une introduction étendue et une discussion conclusion étendue à la fin. Et donc, moi, je trouve que ça a beaucoup de sens de faire ça parce que ça permet de disséminer les résultats et les connaissances tout au long de la thèse.
d'avoir aussi des publications, on est dans un monde universitaire qui fonctionne aussi sur publication. Et puis de ne pas avoir à la fin une année de rédaction où on est plongé dans tout un tas de données où on ne fait que ça. Là, du coup, c'est disséminé pendant les 3 ans. Et moi, ça me paraissait beaucoup plus faisable par rapport à mon fonctionnement et puis beaucoup plus intéressant d'un point de vue académique, scientifique, de faire comme ça. Donc, du coup, quand on a monté le projet de thèse, on l'a monté pour que le rendu final soit une thèse par article, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, ça permet de passer vraiment 3 ans à la fois à faire la recherche, l'écrire et puis la diffuser. Et comme tu disais, ça évite, faut quand même, c'est aussi à ça que ça sert cette collection de vidéos, ça évite les rédactions de thèses qui se font après l'arrêt de la thèse CIFRE et toute la précarisation qui va avec. Donc je trouve que c'est vraiment une piste intéressante à étudier. Et d'ailleurs, si tu avais des conseils à donner aux doctorants qui sont, enfin aux futurs doctorants, aux étudiants de master qui sont intéressés par le dispositif CIFRE, qu'est-ce que tu leur dirais? Le premier, c'est de se positionner en tant que professionnel. En tout cas, moi, au sein de l'entreprise, donc je suis employée au même titre que les autres personnes qui travaillent pour cette entreprise. Donc du coup, c'est mon métier, quoi. Mon métier, c'est de réaliser ces recherches. Et je suis pas uniquement une étudiante. Et ça, je pense que cette posture-là, elle me permet aussi de travailler en partenariat avec des collègues, en tout cas d'être dans quelque chose d'unilatéral et pas de hiérarchique. Donc pour moi, ça favorise énormément la collaboration. Et puis la thèse par article, pour moi, c'est un format absolument précieux qui permet de disséminer le stress de l'écriture et puis l'apprentissage de l'écriture scientifique quand on ne connaît pas du tout, qui n'est pas quelque chose de si évident, et de pouvoir s'améliorer, puisque du coup, on a plusieurs temps. Donc on a le premier article, on essaie de le publier, de passer par aussi la publication qui n'est pas quelque chose qui est si simple que ça. Et plus on le fait, et plus on le répète, évidemment, comme tout, plus c'est simple, plus on acquiert des automatismes. Et je trouve que avoir la possibilité de le faire pendant sa thèse et d'être accompagné par des gens qui savent le faire, c'est une vraie chance, quoi. Bon, Marielle, je vais te remercier pour cet entretien. Merci à toi.